Merci beaucoup, merci pour l'introduction, merci aussi à toute l'équipe des archives départementales pour l'invitation, pour l'organisation de ces vendredis de l'histoire. C'est vraiment une super initiative et je suis ravie de voir que vous êtes nombreux et nombreuses à suivre ce format. Quelle heure est-il ? Regardez vos montres, vos téléphones. On a tous et toutes l'heure à portée de main, n'est-ce pas ? On vit dans un monde chronométré, rythmé par les minutes et les secondes. On court après le temps, on le planifie, on le découpe et parfois on a l'impression qu'il nous échappe. Mais imaginez maintenant un monde sans ces objets qui nous permettent d'avoir l'heure. Pas de réveil qui sonne, pas de minuteur pour faire cuire un œuf, pas de train qui part à heure fixe. Il y a 300 ans, c'était la réalité. À cette époque, nos instruments modernes n'existaient pas, mais la mesure du temps était déjà une préoccupation majeure. Je me suis plongée dans les archives du XVIIIe siècle pour comprendre comment nos ancêtres appréhendaient et géraient leur temps. On pense souvent que pendant des siècles, le temps n'était pas une donnée absolue, qu'il était seulement une expérience vécue, un cycle naturel. Ce n'est pas le cas. Bien sûr, on s'est toujours repéré dans le temps avec le jour et la nuit, les saisons, mais déjà dans l'Égypte ancienne, on utilisait aussi des instruments pour mesurer objectivement le temps. On observait par exemple son écoulement via le mouvement de l'eau avec des clepsydres. On retrouve le même principe avec le sable et les sabliers au Moyen-Âge. On s'en servait pour mesurer le temps de travail dans les mines, les chantiers ou les ports. On imagine aussi une multitude d'autres objets pour essayer de se situer dans le temps dans plusieurs circonstances. On crée par exemple des bougies graduées. Je vous ai mis l'image parce que c'est un petit peu difficile à expliquer. Mais comme vous pouvez le constater, on a donc une graduation, chaque trait correspondant à 1 heure. Et on a ce petit objet qui est planté, en fait, donc un pic qu'on plante, au bout duquel se trouve un petit grelot. L'idée étant qu'on allume la bougie, si on veut être réveillé dans 2 heures, on allume la bougie, on plante le bâton 2 heures après, et au moment où la bougie est consumée, le bâtonnet tombe, le grelot émet un signal sonore, et hop, on peut se réveiller. Ces instruments, toutefois, donc qu'il s'agisse des clepsydres, des sabliers, de ce genre de petits outils vraiment qui sont pléthores dans les musées d'horlogerie, on en trouve plein, ces instruments ont toutefois une limite principale, ils ne donnent pas l'heure exacte, ils indiquent seulement des durées. Pour se repérer dans la temporalité d'une journée, on utilise aussi très tôt, bien sûr, le mouvement du soleil, dont l'ombre projetée sur un bâton permet de connaître l'heure solaire. On transforme plus tard ce principe en cadran solaire fixe, vous avez ici un exemple du XVIIIe siècle, et parfois même en cadran solaire portatif. Mais sur ces objets, on ne peut lire l'heure que quand il fait jour et qu'il y a du soleil, par définition. Ce tour d'horizon, juste pour vous présenter quelques objets, est loin d'être exhaustif, mais il nous montre bien que pour donner rendez-vous à quelqu'un, on ne pouvait pas lui fixer une heure à laquelle se retrouver. On avait rendez-vous au lever du soleil, à la fin de la messe, et on savait qu'il allait falloir attendre et donc perdre du temps. L'heure telle qu'on la connaît, ce repère de notre quotidien, celle qui est mesurée mécaniquement, qui a une durée artificielle, apparaît au XIIIe siècle. C'est la naissance des horloges mécaniques. Je suis désolée parce que je me rends compte que cette image est dans une qualité affreuse une fois projetée, donc il va falloir faire un petit effort d'imagination. Les horloges mécaniques sont donc d'abord installées sur des clochers, puis progressivement sur des bâtiments publics. Leurs cloches battent la cadence, imposent un rythme à la ville et au village. Je m'arrête un instant sur ce tableau que, bon, vous voyez très mal, mais vous devinez quand même que le cercle blanc, c'est bien une horloge. Et ce qui est intéressant avec ce tableau, alors d'une part, je vous invite à garder en tête que vous devinez en tout cas qu'au premier plan se trouve une voiture, un attelage, des chevaux, un carrosse, des personnes. Gardez-le bien en tête pour la suite. Mais je voulais aussi vous dire que l'horloge qu'on voit, en fait, la raison pour laquelle elle est aussi brillante, on ne s'en rend pas compte sur la reproduction, mais c'est parce qu'il s'agit réellement d'un mécanisme d'horlogerie. C'est vraiment un cadran et c'est un tableau qui en fait avait la particularité de donner l'heure avec un mécanisme horloger installé derrière. C'était juste une anecdote, mais je trouve ça assez rigolo qu'ils aient inventé cela. Avec la diffusion des horloges monumentales, on peut donc entendre les cloches depuis la route, comme on le voit ici, mais aussi depuis chez soi, puisque les églises étaient quand même, maillaient le territoire assez finement. Mais au sein du foyer, quand on est chez soi, on n'a pas l'heure.
Comment alors savoir quand ces pâtes sont cuites, par exemple? Les livres de recettes de l'époque nous donnent la réponse. Les durées y sont indiquées en nombre de prières récitées. La cuisson des raviolis, par exemple, nous donne le secret, est parfaite après la récitation de 2 Paternoster. À vos révisions pour faire cuire vos pâtes ce soir. Au XIVe siècle, des progrès horlogers permettent de créer les premières horloges de chambre. On peut désormais avoir l'heure chez soi en toutes circonstances. Mais ces objets sont chers et ne franchissent le seuil que des foyers les plus riches. Puis, au XVIe siècle, les montres font leur apparition. Grâce à la miniaturisation des pièces d'horlogerie, on peut désormais avoir le temps partout avec soi. Il faut tout de même attendre encore un demi-siècle pour que ces montres soient vraiment fiables. Ce qui nous amène au XVIIIe siècle, période où elles se répandent de plus en plus, ce dont témoignent notamment les inventaires après décès, mais aussi les sources judiciaires. On retrouve les montres aussi bien dans les poches des marchands que des prêtres, des conducteurs de diligence et bien sûr des voleurs. Le temps mesuré mécaniquement devient alors un repère que tout le monde peut utiliser. Mais la fonction de mesure du temps est cependant loin d'être la seule qui intéresse les personnes possédant une montre. Ce que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert met bien en avant, puisqu'il y est écrit, je cite, « Les montres ne sont pas seulement des machines pour mesurer le temps, elles servent encore d'ornement et de parure, font partie des bijoux et sont une marque d'opulence. » Ah, là, on est carrément sans image. Je pense qu'on a perdu la connexion Internet. Ouais. Une explication sur ce phénomène? L'Ethernet, je débranche et je rebranche. Ouais, c'est peut-être le câble qui était avant. Ah oui, qui tient. Peut-être pas. Qui tient mal. Ouais. Parce que là, ça va. Sinon, je vais. On y était pourtant. Non, vous êtes à nouveau. Dans le doute, je vais le télécharger. Comme ça. Comme ça, si jamais ça refaute. Ah, mais les images apparaissent pas quand même. Est-ce qu'on les droitait les aléas du direct. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, vous étiez en plein suspense pour voir ces belles montres. Je vous disais donc que Diderot et d'Alembert ont raison. Les montres sont également des objets bijoux qui s'inscrivent dans des logiques de consommation. On voit avec ces 2 exemples que je vous ai mis là, en l'occurrence ce sont des montres de carrosse, un type d'objet dont on aura peut-être l'occasion de reparler dans la discussion, mais on voit que ces objets peuvent être très richement décorés, ils peuvent être en matière assez précieuse, on a évidemment de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, donc ce sont réellement des objets bijoux et non pas seulement des objets pour connaître l'heure. Les montres en général, pas seulement ces exemples de montres de carrosse, s'imposent en tant qu'accessoires de mode, que bijoux prestigieux témoignant du statut social de leur possesseur. Le fait même de regarder l'heure sur sa montre devient, au XVIIIe siècle, un geste de distinction sociale. Par conséquent, le simple fait que ces instruments de mesure du temps soient présents dans la société ne suffit pas à prouver qu'ils étaient utilisés au quotidien pour leur fonction première, à savoir donner l'heure. D'autant que dans les archives dont nous disposons, les personnes qui se réfèrent au temps mesuré mécaniquement évoquent très rarement les objets qu'elles auraient consultés pour connaître l'heure. Si on prend l'exemple des déplacements, les récits de voyage, qui sont pléthores pour le XVIIIe siècle, mentionnent fréquemment l'heure, mais sans jamais préciser l'instrument utilisé pour la lire. Ce même phénomène se retrouve dans le domaine des sciences, où l'on voit parfois des mesures très précises, incluant les secondes, on y reviendra, mais sans aucune mention des montres ou des horloges utilisées. Autrement dit, même si la présence de ces garde-temps ne fait aucun doute, leur usage concret dans les pratiques quotidiennes reste difficile à saisir. Le temps, dans son usage ordinaire, semble tellement intégré, tellement évident, que les contemporains et les contemporaines n'éprouvent pas le besoin de dire comment ils le conçoivent ni comment ils s'en servent. C'est ce qui rend le temps si difficile à observer. Il est partout, mais rarement commenté.
Pour tenter de reconstituer cette histoire du temps, à la fois silencieuse et diffuse, il faut se rapprocher au plus près des gestes, des pratiques, des usages concrets. Il m'a donc semblé nécessaire de trouver des observatoires, c'est-à-dire des situations où l'on peut vraiment voir apparaître des traces, même discrètes, de ces usages du temps. C'est ainsi que je me suis tournée vers une situation bien particulière et finalement très familière, celle du voyage, des transports, des échanges. Des contextes où, comme aujourd'hui, le temps se fait sentir, se mesure, s'organise. Ce soir, nous allons donc explorer la manière dont le temps mesuré mécaniquement pénètre la société à travers l'apparition, au XVIIIe siècle, d'un nouveau lien entre les mobilités et la mesure du temps. Et à travers ce lien, nous verrons se dessiner la construction d'une nouvelle conscience du temps à l'époque moderne. De nombreux travaux, et en particulier ceux de Daniel Roche, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ont montré une augmentation des mobilités au cours du XVIIIe siècle. De plus en plus de personnes se déplacent, se côtoient sur les routes, à un moment aussi où les échanges écrits, qu'il s'agisse de correspondances, de journaux, se multiplient, et où la société de consommation émergente participe à l'intensification des circulations des biens et des marchandises. Dans ce contexte, la vitesse des transports devient un véritable enjeu. Je vous parle pourtant d'une période où les voyages prennent du temps. Le train n'existe pas encore. On se déplace, dans le meilleur des cas, grâce à la force équine. On met par exemple 15 jours et demi pour aller de Paris à Toulouse en 1765. Un tout petit peu plus qu'aujourd'hui. Pourtant, si le chemin de fer est vu comme une révolution dans l'histoire des transports, plusieurs travaux ont souligné que le désir d'accélération a précédé la révolution mécanique. Certains acteurs, notamment des acteurs politiques, administratifs et économiques, veulent déjà se déplacer plus vite, arriver à destination plus rapidement, accélérer la circulation de leurs lettres et de leurs marchandises. Une institution en particulier se dégage dans cette quête de vitesse, l'administration postale. Elle est une sorte de délégation de services publics et assure au nom de l'État les transports les plus rapides de la période. Et il s'agit bien sûr de l'ancêtre de notre poste aujourd'hui. La poste au XVIIIe siècle englobe 3 services, que sont la poste aux lettres, la poste aux chevaux et les messageries. Ils présentent chacun des spécificités sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, mais globalement, à eux 3, ils acheminent les correspondances et les petits paquets. Ils assurent aussi le transport de personnes, ce sont les premières formes de transport en commun. Seules les voitures postales ont le droit d'aller au galop sur les routes. Les autres usagers doivent leur céder le passage et elles ont l'exclusivité du relayage, c'est-à-dire de changer de chevaux à intervalles réguliers pour surmonter la fatigue naturelle. C'est bien ce qu'on voit sur cette image-ci, que vous voyez à peine mieux. Peut-être que les autres images seront de meilleure qualité. Ce qu'on voit ici, c'est effectivement donc, un postillon qui est en train de changer l'attelage de la diligence arrivée au relais. Donc il emmène les chevaux fatigués, il va les remplacer par des chevaux en pleine forme et la voiture va ainsi pouvoir continuer son trajet au galop, ce qui bien sûr permet d'aller plus vite, mais ce qui est aussi beaucoup plus fatigant pour les montures. Pour vous situer quand même le personnage du postillon, parce qu'on va beaucoup en parler par la suite, enfin je vais beaucoup en parler, le postillon c'est donc une personne qui est rattachée à un relais, qui va de relais en relais avec les chevaux qui appartiennent eux aussi au relais, et qui donc fait la navette en fait d'un relais à l'autre, et la voiture peut ainsi vraiment effectuer tout son trajet de Paris à Toulouse par exemple. Et j'attire aussi votre attention, parce que j'avais même pas fait attention quand on les voyait sur l'image, mais en bas à droite, vous voyez en fait des bottes qui ont créé la légende des bottes de 7 lieues. Ce sont en fait de grandes bottes, si vous allez un jour au musée de la Poste à Paris, on peut en voir des exemples, de grandes bottes assez rigides, très lourdes, qui étaient fixées sur la selle du cheval, et en fait le postillon pouvait ainsi juste se glisser sur le cheval et mettre les pieds dans les bottes ainsi installées. Ça permettait en fait, en cas d'accident, que le postillon n'ait pas les jambes brisées sous le poids du cheval, puisque c'était des bottes très résistantes. Et bref, c'est à partir de là qu'on a créé cette légende des bottes de 7 lieues. L'administration postale, pour revenir à ce qui nous intéresse, va jouer un rôle clé dans cette recherche de vitesse au XVIIIe siècle. C'est elle qui va accélérer la cadence. Mais avant de nous intéresser à la manière dont elle va y parvenir, essayons d'abord de comprendre pourquoi la vitesse devient un enjeu à cette période.
Il n'est plus à démontrer que les circulations sont essentielles pour l'État, surtout dans le cadre de la maîtrise des communications. Les correspondances sont en effet, dès la fin du Moyen-Âge, un moyen pour l'État d'exercer son pouvoir, et plus largement d'être présent sur tout le territoire. Il s'agit ainsi de mobiliser et de coordonner de multiples agents qui œuvrent à son service, de communiquer rapidement avec les différentes villes et communes du pays. Les magistrats, les représentants du pouvoir, plus largement les officiers administratifs, réclament ainsi particulièrement cette rapidité des échanges pour exercer au mieux leurs fonctions. Ces préoccupations quant à la prompte circulation des lettres, loin de faiblir pendant la période révolutionnaire, semblent au contraire se renforcer dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Plusieurs sources donnent à voir l'urgence qui marque la période. Je vous cite par exemple une présentation faite par un dénommé Alary à l'Assemblée nationale en 1789-1790, dans laquelle il rappelle que le roi et ses ministres ont souvent des ordres pressés à faire passer, soit aux généraux des armées, soit aux ministres employés dans les cours étrangères, soit aux gouverneurs et commandants dans les provinces et autres. On le comprend, les communications avec l'armée, mais aussi avec les représentants du pouvoir, doivent être les plus rapides possibles, besoin d'autant plus crucial dans le contexte de tensions telles que la Révolution française. L'administration postale, qui est au cœur de ces échanges épistolaires, semble largement consciente de cet enjeu de vitesse. Le rapport de la Commission pour l'organisation des postes et messageries, présenté en 1796, souligne que le gouvernement doit avoir perpétuellement dans ses mains les ressorts de la machine politique. Un des plus importants est celui qui active et assure sa correspondance avec toutes les parties de l'ordre social, qu'il instruit des mouvements qui se préparent pour le renverser. La vitesse est donc cruciale pour gouverner, pour permettre à l'État, alors en pleine construction, de fonctionner. La vitesse est également une préoccupation majeure des acteurs économiques. Le commerce, par définition, s'appuie sur l'échange et la production de marchandises, sur une économie de la circulation, pour reprendre les termes de l'historienne Dominique Margueras. Dès le Moyen-Âge, le temps devient un outil essentiel pour le commerce. Il faut pouvoir le mesurer avec précision pour organiser les échanges. Cette importance économique du temps n'est donc pas nouvelle, mais elle prend une ampleur particulière au XVIIIe siècle. À cette époque, nous l'avons vu, la société adopte massivement des outils de mesure mécanique du temps. C'est aussi à ce moment que l'expression « le temps, c'est de l'argent » se popularise, notamment grâce à Benjamin Franklin. Bien qu'il ne soit pas l'inventeur de cet adage, Franklin le diffuse largement dans ses écrits. Cette phrase, bien qu'un petit peu caricaturale, illustre une idée partagée par ses contemporains. Le temps n'a plus seulement une valeur religieuse et morale, mais aussi une valeur économique. Cette vision repose sur deux principes simples. D'une part, l'argent peut croître avec le temps, si on pense par exemple aux intérêts. Et d'autre part, chaque minute de travail peut être convertie en gain financier. Ainsi, le temps devient une ressource précieuse et limitée qu'il faut gérer efficacement. Le temps acquiert désormais une dimension monétaire. Dans ce contexte, marchands et artisans cherchent à économiser le temps au même titre que l'argent. Cette préoccupation majeure transparaît dans de nombreuses sources. La rapidité des transports est importante à double titre dans ce cadre. Premièrement, la circulation des correspondances est vitale pour le commerce. Elle permet la circulation de l'information, plus particulièrement de l'information économique, c'est-à-dire de données sur les marchandises, sur l'état des marchés, etc. Elle est aussi indispensable pour échanger entre fournisseurs et clients, ainsi que pour la coordination de la production. On peut à cet égard citer l'exemple d'un négociant marseillais, Aubert, qui écrit à son régisseur à Constantinople, je cite, « Écrivez-moi exactement, je vous en prie, par tous les courriers, cela est essentiel. Je vous réitère que, de mon côté, je ne laisserai partir aucun bâtiment sans vous donner de mes nouvelles. Une correspondance réciproquement animée est l'âme du commerce. » Le commerce international, comme on le voit dans cet exemple, plus encore que le commerce qui se fait à l'échelle d'un pays, repose énormément sur les correspondances, car l'éloignement limite les déplacements humains et que les nouveaux marchés demandent des informations régulières et le plus à jour possible.
La correspondance est ainsi au cœur des activités marchandes au XVIIIe siècle. On sait par exemple qu'un marchand lyonnais, Bonaventure Carré, écrit en 1771, donc seulement sur une année, 417 lettres à 146 correspondants dans le monde entier. Deuxièmement, la vente des produits fabriqués repose évidemment sur la circulation des produits. Selon le type de marchandises, elles peuvent s'abîmer au cours du temps, d'où l'importance de les faire parvenir à destination dans les meilleurs délais. L'exemple le plus parlant à ce sujet est celui du chasse-marée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un système de transport particulier qui approvisionne Paris en poissons de mer frais, donc des poissons pêchés sur les côtes normandes qui doivent arriver à la capitale le plus rapidement possible, afin qu'ils soient encore consommables. D'autres marchandises peuvent souffrir de délais d'acheminement trop longs, la péremption n'étant pas uniquement en termes de fraîcheur. Les marchandises dépendant du commerce de la mode, par exemple, peuvent ne plus être vendables si elles arrivent trop tard et qu'elles ne sont plus au goût du jour. La vitesse revêt ainsi des dimensions politiques et économiques qui sont des moteurs dans la recherche de celle-ci. Mais comment aller plus vite alors qu'on se déplace encore à cheval ? Si, comme nous l'avons vu, le désir de vitesse précède l'arrivée du chemin de fer, il en va de même avec la vitesse elle-même. Une étude a été menée par Guy Arbello à partir d'informations horaires données sur la période, donc en 1765 et 1780. Je crains que vous n'arriviez pas à lire le tableau, vous allez donc devoir me faire confiance. Mais ce que Guy Arbello a montré, c'est que sur certains trajets en tout cas, les trajets s'effectuent jusqu'à 2 fois plus rapidement entre 1765 et 1780. Par exemple, pour rallier Paris à Angers, en 1765, il fallait 6 jours et demi. En 1780, le trajet n'en prend plus que 3. On a donc une réelle accélération, en l'occurrence sur une période très courte, mais qui s'observe à l'échelle du XVIIIe siècle. Là, c'est une traduction du tableau précédent sous forme de carte isochrone, mais qui, je trouve, est particulièrement parlant. Là aussi, si vous arrivez à voir. L'idée étant que sur la carte de gauche, donc, ce sont les trajets en 1765, et vous avez à chaque fois la longueur des trajets. Donc on part au niveau de Paris, donc on est sur 1 jour, et on arrive jusqu'à 16 jours tout en bas. J'arrive moi-même pas à lire. Et en tout cas, sur la carte de droite, vous pouvez voir que donc, les distances sont clairement réduites. On arrive à 8 jours maximum pour des trajets partant de Paris. Qu'est-ce qui peut expliquer ces gains de temps ? Quelles améliorations techniques permettent ces trajets plus rapides ? L'intérêt pour l'amélioration des routes s'intensifie à mesure que le commerce se développe. En France, Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances de 1665 à 1683, préconise dès les années 1660 de réparer les routes qui mènent à Paris, au port et vers les lieux stratégiques souvent liés à des questions militaires, afin de faciliter les échanges commerciaux, de se préparer à la guerre et de faire circuler l'argent plus efficacement. Mais la véritable politique routière commence en 1738, quand Philibert Horry, alors contrôleur général des finances, rédige un mémoire instructif sur la réparation des chemins. Il y définit notamment un principe qui s'appelle la corvée des routes. En théorie, ce sont les riverains qui doivent construire et entretenir les routes. Mais comme le nom corvée le laisse entendre, et comme on l'utilise encore aujourd'hui, les riverains en question sont rarement enthousiastes. Et pour cause, ils doivent travailler gratuitement plusieurs jours par an pour des routes qu'ils n'empruntent souvent même pas. Cette obligation suscite donc de nombreuses contestations et dès que l'État, encore en construction, n'a plus les moyens d'en contrôler l'application, elle tombe en désuétude. Dans ce même mémoire, Philibert Horry classe également les routes en 5 catégories, en fonction des villes qu'elles relient. Les grandes routes, les grands chemins, les chemins royaux et les chemins de traverse. L'idée est de privilégier évidemment les grandes routes, c'est-à-dire celles qui relient les grandes villes, qui ont une importance stratégique, militaire ou commerciale. C'est cette logique qui donne naissance au réseau en étoile autour de Paris, bien visible sur ces cartes et dont on a hérité encore aujourd'hui. Derrière ce développement des routes, il y a une conviction. Les routes sont indispensables aux échanges et donc à la richesse du pays.
Cette idée s'impose encore davantage dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ainsi, dans le compte-rendu d'une séance du comité des ponts et chaussées, on peut lire « C'est une vérité reconnue que le commerce est une des sources les plus fécondes de la prospérité publique. Le commerce ne peut être véritablement florissant que lorsque l'on peut facilement transporter les productions d'une partie de la République dans l'autre, que lorsqu'on peut facilement transporter... que lorsqu'on peut rapidement se procurer au nord ce qui croît au midi ou ce qui s'y fabrique, que lorsqu'en un mot, on peut parcourir commodément et avec sûreté tous les points de la République dans un court espace de temps. L'importance des infrastructures est ainsi directement liée au développement du commerce. » Au XVIIIe siècle, forte de ces politiques, la France met donc en place une politique ambitieuse de développement des transports, avec de nombreuses constructions routières et fluviales. Pour cela, la monarchie crée dès 1716 le corps, qui deviendra plus tard l'école des ponts et chaussées, dont les ingénieurs ont pour mission d'améliorer les communications au sens large. Peu à peu, les pratiques de ces ingénieurs se formalisent et se standardisent. Grâce à une formation commune et à la publication de nombreux traités, on codifie peu à peu les méthodes de construction. Sauf contraintes liées au relief, les routes doivent désormais suivre un modèle standard. Par exemple, on privilégie les tracés droits, plus courts, plus sûrs, car il n'y a pas de virage, et plus simples à construire. Mais ces lignes droites sont tracées sans tenir compte des propriétés privées ou des habitations, ce qui provoque bien sûr de nombreuses contestations locales. La largeur des routes est elle aussi standardisée. Le mémoire d'Ory de 1738 fixe des largeurs précises pour chacune des 5 catégories de routes. Je vous ai mis ici l'exemple d'un profil d'une grande route. Donc, ce sont les routes les plus stratégiques mais aussi les moins nombreuses. Et on peut constater sur ce schéma qu'elles doivent faire 60 pieds. Elles doivent mesurer 60 pieds de large, soit environ 20 mètres, sans compter les fossés qui sont placés de chaque côté. Si on inclut ces derniers, on atteint 84 pieds, soit un peu plus de 27 mètres au total. L'idée de cette largeur vraiment très large, c'est d'avoir donc les 20 pieds au milieu qui sont pavés, donc le meilleur revêtement qu'on puisse faire à la période, et sur chaque côté d'avoir en fait 2 voies qui vont pouvoir servir en cas de travaux ou d'accidents sur cette voie principale. En fait, on va pouvoir continuer à circuler. Il y a donc réellement une volonté dans cette largeur imposée de pouvoir circuler, que les circulations soient toujours fluides, quelles que soient les circonstances. Mais ces élargissements empiètent forcément sur les terres voisines, au détriment des propriétaires. Donc là aussi, non seulement parce que les routes sont droites, mais aussi parce qu'elles sont très larges, il y a évidemment beaucoup de tensions et de résistance autour de la construction de ces routes. Les routes, on le comprend, sont de véritables objets de négociation permanente entre exigences politiques, contraintes économiques, intérêts individuels et faisabilité technique. Malgré tout, le bilan de la politique routière du XVIIIe siècle permet quand même d'aboutir à plus de 52 000 km de routes ouvertes dans toute la France. Mais les disparités sont fortes. Au-delà de ce réseau en étoile, de routes plus larges et mieux entretenues que d'autres, on a également une disparité entre le nord et le sud, une disparité entre les zones montagneuses et celles en plaine, évidemment celles qui entourent les grandes villes. On voit bien que les chemins de traverse, globalement, sont négligés. De plus, si sur le papier, 52 000 km de route, c'est vraiment pas mal, toutes les routes ne sont pas dans le même état ni en bon état. Je l'évoquais, seules les grandes routes sont pavées, ce qui est le meilleur revêtement disponible, puisque le macadam, du nom de son créateur, n'apparaît qu'au début du XIXe siècle. Donc vraiment, ce qu'on peut faire de mieux au XVIIIe siècle en termes de routes, c'est les pavés. Et le problème, c'est que les pavés, ça coûte très cher, à une époque où l'État doit faire des choix budgétaires difficiles, un peu comme aujourd'hui. La plupart des routes restent donc en terre battue, glissantes et boueuses par temps de pluie, et très vite dégradées, avec des ornières dangereuses qui provoquent de nombreux accidents. Un autre problème qui accélère la dégradation des routes, c'est le poids des véhicules. Dans un mémoire de 1790, Mahuet, qui est l'ancien régisseur des messageries, nous explique :
il est unanimement reconnu que l'énorme pesanteur des voitures des rouliers est la principale cause de la dégradation des routes. Les jantes étroites des roues qui supportent ces lourdes voitures incisent trop facilement les chemins et y creusent des ornières profondes, inconnues en Angleterre et malheureusement si fréquentes en France. Des lois sont donc votées pour limiter le poids des véhicules et élargir les jantes, mais ces mesures sont assez mal acceptées par les transporteurs et souvent contournées. On a donc globalement des routes qui peuvent être en très mauvais état. Outre l'amélioration du réseau routier, on cherche aussi à gagner du temps grâce aux véhicules eux-mêmes, notamment par des micro-innovations. 2 grands axes d'amélioration émergent au XVIIIe siècle. Tout d'abord la traction. Les véhicules sont tirés, je vous le disais, pour les plus rapides par des chevaux. On sélectionne donc désormais les chevaux en fonction de leur rapidité et de leur endurance. Ensuite, on s'intéresse aux véhicules. On améliore les roues, les essieux et surtout, on allège les voitures, ce qui permet de gagner en vitesse. Au-delà de la vitesse, le confort devient aussi à cette période un critère important. L'inconfort était tel que certaines avorteuses conseillaient aux femmes nobles de faire un tour en carrosse pour provoquer une fausse couche. On tente donc de rendre les trajets plus supportables. On ajoute des vitres, ce qui est un élément plutôt utile. On modifie les suspensions pour essayer de limiter les chaos. Les progrès restent modestes, mais vont dans le bon sens. En résumé, malgré les efforts, des limites techniques et économiques freinent l'accélération des déplacements. Les améliorations, notamment des chaussées, sont indispensables, mais ne suffisent pas à elles seules pour changer radicalement les vitesses de déplacement. En complément et en relais des tentatives plus ou moins fructueuses de l'État pour améliorer les conditions de circulation, l'administration postale expérimente un certain nombre de solutions. La majorité d'entre elles concernent l'organisation. Il s'agit non seulement de faire face au développement important de ces services, à un moment où les mobilités augmentent fortement, mais aussi d'éviter toute perte de temps aux différentes étapes du transport, notamment lors du relayage ou des correspondances. C'est dans cette optique que l'administration postale met progressivement en place une coordination temporelle entre tous les acteurs impliqués dans les mobilités. Les agents, bien sûr, mais aussi les usagers et les usagères. Cette coordination se fait grâce au partage de référentiels temporels communs communiqués par le biais d'horaires. Les horaires deviennent de véritables instruments pour organiser et accélérer les transports. Ces horaires s'appliquent à chacune des étapes de déplacement, des envois de lettres ou de petits paquets qui passent par les services postaux, du départ à l'arrivée, y compris toutes les haltes et les éventuelles correspondances qui sectionnent les trajets. Rien n'est laissé au hasard, tout est encadré, du moins en théorie. L'objectif est clair, que personne ne perde de temps, que les voyageurs et les voyageuses n'aient pas à attendre indéfiniment qu'une voiture parte, que les différentes liaisons pour le transport des dépêches se fassent au plus vite et que l'on arrive ainsi plus vite à destination. Mais dans le cadre des voyages, les horaires ne servent pas qu'à aller plus vite. Ils permettent aussi de planifier son trajet, d'anticiper les arrêts, de savoir quand on pourra se restaurer ou se reposer dans une auberge ou un relais. Cependant, l'étude des horaires n'est pas simple. Leur caractère éphémère, souvent lié à leur affichage temporaire ou à des mises à jour fréquentes, rend difficile la constitution d'un corpus. Ce sont principalement ceux publiés dans des ouvrages imprimés qui nous sont parvenus, comme ceux parus dans l'Almanach royal. Je vous ai mis ici un exemple de 1700. L'Almanach royal, c'est donc l'annuaire de l'administration française et la publication officielle annuelle de la monarchie. Parmi les différentes rubriques qui y sont présentées, plusieurs donnent les horaires de départ des messageries et des services postaux. Les documents retrouvés, donc les horaires qu'on a pu avoir, montrent une grande diversité de formats et de supports. Les voyageurs et les voyageuses pouvaient consulter les horaires affichés sur les portes des bureaux de poste, lieu de départ des voitures, ou les retrouver dans des almanachs comme celui-ci, ou encore dans des guides de voyage qui se multiplient à cette période. De leur côté, les agents postaux avaient également leurs propres horaires, internes à l'administration, et qu'ils étaient tenus de respecter. On les retrouve dans les archives de l'administration postale. En lisant ces délibérations, on comprend comment fonctionnait cette organisation temporelle pour l'acheminement des lettres.
En 1743, par exemple, l'administration postale règle les échanges entre Saint-Brieuc et Quintin, donc plutôt dans le quart nord-ouest de la France, en Bretagne. Elle écrit ainsi: « Le piéton qui sera chargé de porter et rapporter 3 fois par semaine les paquets de Quintin à Saint-Brieuc partira de Quintin les mardis et jeudis et lundis à 5 heures du matin pour être arrivé à Saint-Brieuc, distance de 3 lieues, à 8 heures ou 9 heures au plus tard, afin que les courriers qui passent les susdits jours à Saint-Brieuc, venant de Rennes, allant à Brest à 10 heures du matin, et ceux venant de Brest allant à Rennes, qui passent aussi à Saint-Brieuc les mêmes jours à 4 heures du soir, puissent emporter dans les dépêches de Saint-Brieuc les lettres qui auront été apportées de Quintin. » Ce que l'on voit ici, ce que l'on devine en se concentrant un petit peu, c'est une logique de maillage temporel très précis. Il s'agit d'assurer la continuité, de faire en sorte que les différents trajets s'imbriquent parfaitement pour gagner du temps. Et ce type de décision est loin d'être isolé. Tout au long du XVIIIe siècle, on trouve des exemples de cette volonté de coordination et d'accélération. En tant qu'instrument de découpage du temps, les horaires permettent ainsi une accélération des transports dans le cadre de la division du travail et de celle de l'espace par le biais des relais et des bureaux postaux qui maillent le territoire. Les bureaux de poste gèrent localement la collecte et la distribution des lettres. Ils se trouvent donc au cœur du système d'acheminement de ce qu'on appelle les dépêches, donc qui comprend les lettres, les correspondances, les petits paquets, c'est-à-dire ceux de moins de 50 livres. Et face à l'afflux croissant de courriers, l'organisation de ces bureaux postaux est elle aussi repensée, ce qui passe par la création ou la suppression de bureaux selon les besoins. En 1779, par exemple, l'administration, à la suite des plaintes formulées par les habitants d'Ans par rapport au retard dont ils souffrent dans la réception de leurs lettres en raison de leur éloignement de Lyon et de Villefranche en Beaujolais, décide d'établir un nouveau bureau à Ans pour pallier ce problème et ainsi accélérer la distribution des lettres à cet endroit. Dans cette logique d'accélération, les bureaux adoptent également des horaires stricts, aussi bien pour les ouvertures au public que pour leur fonctionnement interne. Une délibération de 1791, par exemple, elle est très dense, mais on ne va pas tout lire, je vous rassure. Donc cette délibération réorganise le bureau des chargements en raison de l'augmentation progressive des chargements, soit de Paris pour tout le royaume, soit des 6 devantes provinces les unes pour les autres. Donc, on peut lire, je vais vous citer quelques extraits de cette délibération, il y a quand même des choses très intéressantes. On y lit par exemple que le bureau des chargements sera ouvert au public à 8 heures du matin et fermé à midi, donc on voit des horaires d'ouverture pour le public. On voit également au point 4, depuis le moment où les guichets seront fermés au public, tous les commis du bureau s'occuperont jusqu'à 2 heures précises à trier route par route tous les chargements reçus dans la matinée. Donc on profite de la fermeture au public pour avancer les procédures et trier le courrier. On voit encore que tous les jours à 6 heures précises du soir, le chef ou le sous-chef du bureau des chargements avec 6 commis reviendront au bureau. Donc à la fin de la journée, on revient, de sorte là aussi à avancer le tri et à accélérer la distribution. Et enfin, au point 6, le lendemain, à 2 heures précises au plus tard, il les fera remettre par plusieurs commis du bureau des chargements à chaque premier commis des routes avec une feuille où ils seront énoncés et détaillés. Donc ce qu'on voit en filigrane, c'est vraiment l'organisation qui permet d'acheminer les lettres le plus rapidement possible. On voit que tout est minuté, chronométré. Chacun a sa tâche, coordonnée avec celle des autres, dans un souci d'efficacité maximale. Et cette organisation du temps passe également par celle de l'espace, dans la même logique que celle qui permettra la rationalisation de l'espace des bureaux un siècle plus tard. On voit que tout est rationalisé, pensé. La matérialité, les meubles, les objets, les supports, tout est au service des opérations de classification, de traitement, en un mot, d'organisation. Ce que l'on voit apparaître ici, c'est le début d'un mode de fonctionnement que l'on retrouvera plus tard dans d'autres administrations. Un système où le temps et l'espace sont agencés ensemble pour maximiser la productivité. Dès le XVIIIe siècle, les référents temporels deviennent donc omniprésents pour celles et ceux qui voyagent, pour celles et ceux qui envoient une lettre, et pour toutes celles et ceux qui rendent ces mobilités possibles. Dans le cadre des mobilités, le temps n'est alors plus seulement une durée, celle d'un trajet par exemple, mais il devient un horaire,
c'est-à-dire une échéance à respecter. Ce système, fondé sur la coordination temporelle, n'est jamais figé. Il évolue sans cesse au gré des besoins, des usages, des attentes. Mais dans son essence, il répond à un désir de vitesse. Et tout montre qu'il parvient, au moins en partie, à répondre à cette attente, puisque l'accélération est réelle au cours de la période. Puisque ce système organisationnel fonctionne, atteint son but de vitesse, les horaires encadrant les mobilités se multiplient au cours du XVIIIe siècle. Outre une diversité de formes, ils peuvent communiquer des informations différentes. Par définition, bien sûr, on y retrouve toujours des échéances temporelles, mais elles ne s'appuient pas systématiquement sur les mêmes référentiels. On note en effet une coexistence des référentiels temporels utilisés qui est par exemple manifeste juste sur une seule page de l'Almanach royal, c'est l'année 1700, où on peut lire assez haut dans la page. Donc, il s'agit des départs des messagers. Donc pour Saint-Calais, Saint-Christophe et rue de l'Arc, c'est le lieu du départ, à la Croix de Fer, le messager part le mercredi. Mais à quelle heure? Mystère. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées sur la manière dont les voyageurs et les voyageuses faisaient en pratique pour pouvoir emprunter cette ligne en sachant seulement que la voiture partait le mercredi. Peut-être des horaires complémentaires étaient-ils affichés à proximité du lieu de départ, dont on n'aurait plus la trace. Il y avait sans doute une forme de transmission orale des échéances temporelles, dont là non plus nous n'avons plus la trace. Peut-être que les employés de l'administration postale étaient sur place pour renseigner les passagers. Peut-être que ces informations circulaient aussi au sein des lieux de passage, comme les auberges. Sûrement, enfin, chacun et chacune était habitué à patienter. Mais dans cette même rubrique de l'Almanach, quelques lignes plus bas, on peut lire que de Saint-Ménéhould, Clermont-en-Argonne, Verdun et Metz, rue de la Verrerie à l'hôtel de Pomponne, partent les carrosses en hiver les vendredis à 7 heures précises et en été le samedi à 6 heures précises. Dès 1700, il y a donc aussi parfois des heures de départ précises qui sont données dans l'Almanach. Au sein d'une même rubrique, il n'y a donc pas d'unification quant à la précision des horaires communiqués. L'analyse des éditions successives de l'Almanach royal révèle que l'usage de l'heure comme repère est de plus en plus courant au fil du XVIIIe siècle, bien qu'il y ait toujours des exceptions. Cette tendance est aussi renforcée par des règlements officiels qui sont peu à peu publiés. On a par exemple un arrêt du Conseil d'État de 1777 qui impose que les diligences soient conduites, donc partent, à des jours et à des heures fixes. Ce cadre réglementaire contribue à diffuser et à normaliser l'usage de repères temporels plus précis et basés sur le temps mesuré mécaniquement. Dans l'édition de 1791, nous voilà donc à la fin du XVIIIe siècle, de l'Almanach royal toujours, on voit apparaître de manière ponctuelle des indications précises à la minute cette fois. Dans cette rubrique-ci qui concerne les diligences et les carrosses, on peut voir qu'à 3 reprises, les minutes sont mentionnées, comme pour la diligence de Meaux, qui part de Paris les mardis, jeudis et samedis à 6h30 du matin. Pour d'autres en revanche, comme au début du XVIIIe siècle, seule l'heure est donnée, et parfois même, toujours seulement le jour. Ce phénomène, avec l'apparition des minutes, ne se limite pas à l'Almanach royal. On peut le vérifier dans d'autres horaires. Je crains que là aussi, vous ne puissiez rien lire. Vous allez devoir me faire confiance une fois encore. On a ici un extrait d'un guide de voyage qui s'appelle L'Indicateur fidèle de Michel et Desnos, publié en 1765. Et pour certains horaires, donc vous voyez que c'est un système de cartes et en dessous les horaires sont écrits sous une forme un peu de tableau. Et on voit là aussi apparaître des minutes. Par exemple, le départ de Gier, de la ville de Gier, se fait à 3h15. J'en profite pour attirer rapidement votre attention sur le fait que, vous le voyez bien, cet horaire est présenté différemment de ceux vus précédemment qui sont publiés dans l'Almanach royal. Tout comme on constate une coexistence dans la précision des horaires, on constate aussi une coexistence dans la manière de les présenter. On note ainsi l'apparition progressive, au cours du XVIIIe siècle, de formes qui se rapprochent de plus en plus du tableau, quelque chose qui nous semble si évident aujourd'hui, mais qui en fait doit être pensé, conceptualisé. Et ils ne s'imposeront réellement, les tableaux, qu'au début du XIXe siècle, et plus encore pour les horaires du train.
Pour en revenir aux indications temporelles, donc dans ces exemples, aussi bien l'almanach royal que l'indicateur fidèle, on voit que si les minutes apparaissent, elles restent souvent arrondies à la demi-heure ou au quart d'heure. Et ceci s'explique en partie par les limites techniques de certaines montres de l'époque. En fait, beaucoup n'ont encore qu'une seule aiguille et ne permettent donc pas une lecture plus fine des minutes. On va pouvoir voir quand on a le quart, les demi, mais pas les minutes plus précisément. Il ne faut pas pour autant en conclure que les montres précises à la seconde n'existaient pas. Elles étaient bel et bien disponibles. Saviez-vous d'ailleurs que l'on appelle cette division du temps les secondes, car il s'agit de la deuxième division de l'heure après les minutes. C'était la petite anecdote, j'ai beaucoup ri quand j'ai appris ça. Au XVIIIe siècle, les secondes sont utilisées dans d'autres cadres que celui des transports. On a par exemple, là encore un extrait de l'almanach royal, des rubriques qui utilisent les secondes. Dans cette édition de 1791, on a une rubrique qui indique l'allongement ou le raccourcissement des jours en minutes et en secondes. Ce n'est donc pas qu'il n'est pas possible d'atteindre ce degré de précision, mais il y a une distinction importante entre les données qu'une communauté a les moyens d'obtenir et auxquelles elle a accès, et celles dont elle se sert, voire qu'elle reconnaît comme utiles. C'est-à-dire que les individus choisissent le niveau de précision dont ils ont besoin en fonction de leur pratique. Tout le monde n'a pas besoin d'une mesure à la seconde près. Il y a deux historiens, Paul Glennie et Nigel Thrift, qui ont à ce sujet évoqué l'existence de communautés de pratiques temporelles. Chacune de ces communautés n'a pas les mêmes besoins en termes de précision, ni les mêmes raisons d'utiliser le temps mesuré mécaniquement. L'utilisation du temps mécanique coexiste également avec d'autres moyens de quantifier le temps. Par exemple, l'utilisation d'indicateurs naturels que sont le mouvement du soleil, le jour et la nuit. Même dans les services postaux, où on observe une organisation de plus en plus rigoureuse, certains règlements continuent de faire appel à des repères naturels. Ainsi, les entrepreneurs de messagerie sont parfois tenus de faire circuler leur voiture entre deux soleils, formule qui témoigne de la persistance de temporalité moins instrumentalisée. En somme, cette période ne connaît pas une progression linéaire vers plus de précision. Elle est marquée par une pluritemporalité où cohabitent différents régimes de mesure du temps, différents moyens de se repérer dans le temps. Chaque individu évolue dans un maillage complexe de référents temporels, choisissant, combinant ou alternant celles qui répondent à ses besoins. Pour voyager au XVIIIe siècle, il faut donc désormais connaître l'heure. À première vue, cela ne semble pas problématique dans un contexte de diffusion de plus en plus large de l'heure mesurée mécaniquement, dont on a parlé tout à l'heure. Mais encore faut-il s'entendre sur quelle heure suivre. Car si la mesure mécanique du temps se diffuse, l'heure n'est pas uniformisée à l'échelle nationale et encore moins internationale. L'heure officielle est ce qu'on appelle le temps vrai, qui peut être mesuré par des cadrans solaires, mais qui varie au cours de l'année puisque le mouvement du soleil n'est pas uniforme. Les garde-temps mécaniques, quant à eux, les montres, les horloges, indiquent pour la plupart ce qu'on appelle le temps moyen, un temps régulier grâce auquel les journées durent toutes exactement 24 heures et qui est le temps qu'on utilise encore aujourd'hui. L'utilisation du temps vrai, donc du temps solaire, a bien sûr une incidence sur les heures locales. Elles sont aussi nombreuses qu'il y a de longitudes différentes. Il y a ainsi un décalage de plusieurs minutes entre certaines villes à l'échelle d'un pays, selon les longitudes. Ces différences horaires entraînent toutes sortes de difficultés. Des reproches sont parfois faits aux horlogers lorsque les propriétaires d'une montre constatent qu'elle n'indique pas la même heure que les cadrans solaires. Ils pensent alors que la montre n'est pas précise, alors qu'il s'agit bien de deux temps différents. Pour passer du temps moyen au temps solaire, ou vice-versa, il faut recourir à ce qu'on appelle des tables d'équation, des tableaux qui permettent de convertir le temps moyen en temps vrai. Et pour effectuer cette conversion, il faut donc savoir utiliser ces tables d'équation. On voit donc qu'être à l'heure en voyage nécessite au XVIIIe siècle des savoir-faire particuliers. La situation horaire à cette période est donc complexe.
même si l'heure moyenne est progressivement adoptée dans certaines villes à partir de la fin du XVIIIe siècle. Dans certaines villes seulement, j'insiste, pas dans certains pays. La première ville à passer à l'heure moyenne est Genève en 1780, suivie de Londres en 1792, Berlin en 1810 et enfin Paris en 1826. Malgré cela, le temps n'est donc pas, au XVIIIe siècle, réglé par une norme absolue. Il faut toutefois souligner que cette différence d'heure, si elle peut engendrer quelques difficultés, quelques situations cocasses, ne fait en réalité que peu de différence à l'échelle d'un trajet, compte tenu de la lenteur des véhicules. Un décalage de quelques minutes n'est pas alarmant au cours d'un périple de plusieurs jours, d'autant plus si les minutes ne sont pas mesurées précisément ou ne sont pas utilisées dans les horaires. Les horaires se répandent donc au XVIIIe siècle pour encadrer les mobilités. Ils imposent un rythme, une discipline, une cadence. Pour que les voitures arrivent toujours plus vite à destination, il faut qu'ils soient respectés scrupuleusement. Par conséquent, le retard devient un problème. La ponctualité n'est bien sûr pas une notion nouvelle dans la société. Elle est même antérieure au dispositif de mesure mécanique du temps. Mais elle revêt, dans le cadre des transports au XVIIIe siècle, une nouvelle dimension. Elle n'est plus seulement un impératif religieux ou moral, mais elle répond à des exigences techniques et organisationnelles. Dans cette perspective, le retard est une défaillance, empêchant la vitesse, et à ce titre, il devient intolérable pour l'administration postale. Un simple retard peut perturber toute une chaîne logistique. En 1773, par exemple, une lettre du surintendant des postes, le chef en quelque sorte, adressée au contrôleur principal à Amboise, expose des problèmes rencontrés entre Orléans et Blois. On peut y lire que le courrier d'Orléans à Blois se rendrait ordinairement à ce dernier bureau à 3h30 ou 4h du soir au plus tard, tandis qu'actuellement il n'arrive audit Blois qu'à 6h30. Ce qui fait que celui de Blois à Valençay ne peut plus se rendre que de nuit vers Saint-Aignan, où la mauvaise route et le passage de quelques rivières le mettent en danger, ainsi que les dépêches. On voit aussi que l'absence d'éclairage public pose évidemment des problèmes, on ne peut pas circuler la nuit sans danger. On voit bien dans cet exemple qu'un retard de quelques heures à l'un des points desservis en chemin dérègle tout le service, d'où l'importance de respecter les horaires scrupuleusement pour acheminer le plus rapidement possible les dépêches. Les archives postales regorgent de cas similaires. Elles relatent non seulement les retards enregistrés, mais aussi les plaintes des usagers et des usagères qui signalent des perturbations. L'administration postale cherche à comprendre les causes de ces retards pour tenter de les éviter, de les limiter. À partir des plaintes reçues et des enquêtes parfois menées sur le terrain, elle constate que si une partie des retards relève de l'imprévu, de l'imprévisible, des aléas inévitables, comme les intempéries, d'autres sont liés à des facteurs humains. Et c'est sur ces cas qu'elle choisit de se concentrer, ceux sur lesquels elle a une prise. Les accidents, par exemple, peuvent certes être les conséquences d'une route abîmée, mal entretenue, mais aussi d'un comportement imprudent du conducteur. De nombreux accidents résultent ainsi d'une vitesse trop élevée, particulièrement dans les descentes. C'est ce que sous-entend cette caricature. Si les voitures roulent trop vite, c'est aussi parce que les postillons doivent respecter des horaires très stricts, au risque, nous allons y revenir, d'être punis. Ils choisissent donc parfois l'imprudence à la sécurité pour ne pas être en retard. Pendant longtemps, le sabot d'enrayage, que j'ai essayé de vous illustrer ici, a été le seul moyen de freiner, connu et utilisé. Il s'agit en fait d'un patin de fer placé sous une roue arrière pour la bloquer. Lorsqu'il n'est pas actionné, il est suspendu sous la voiture par une chaîne, c'est ce que vous voyez sur l'image de gauche. Et pour enrayer la roue, le sabot doit être placé au sol afin que la roue s'emboîte dedans. La roue ne peut alors plus rouler, seulement glisser, ce qui a pour intérêt de ralentir la voiture. Mais ce n'est qu'à partir de 1820 que l'utilisation du sabot d'enrayage est rendue obligatoire pour toutes les descentes rapides. Or, pour mettre en place le sabot d'enrayage, il faut s'arrêter et descendre du véhicule ou du cheval. Cette procédure fait perdre du temps, raison pour laquelle le postillon, jusqu'à ce que ce soit obligatoire et peut-être même après, a tendance à ne pas enrayer, ce qui provoque régulièrement des accidents.
Ce sont ainsi souvent, à tort ou à raison, les agents qui sont identifiés par les auteurs des plaintes comme étant à l'origine des retards. Par conséquent, l'administration postale met en place une stratégie à 2 niveaux. D'une part, à une échelle locale, elle tente de résoudre les problèmes spécifiques à certaines routes. Par exemple, si un relais n'a que des chevaux vieux et malades, elle va les forcer à changer les montures. D'autre part, à l'échelle nationale, elle adopte des mesures générales pour lutter contre les causes récurrentes de retard. Ce deuxième échelon, se traduit par une volonté de contrôle qui s'accompagne d'une tendance à individualiser la responsabilité. Les solutions techniques et organisationnelles vont de pair avec une politique de surveillance et de sanction des agents, dans laquelle l'horaire devient un outil de pouvoir. Pour vérifier le respect des horaires, l'administration postale conçoit une série de documents permettant de suivre les heures de départ, parfois d'arrivée, des véhicules transportant des lettres, des colis ou des personnes. Ces formulaires ont différents noms, des billets d'heure, des parts, des feuilles d'expédition, mais ils ont tous une même finalité de contrôle et de planification. Peu de ces documents nous sont parvenus, mais la fréquence de leur mention dans les sources atteste de leur usage généralisé. L'utilité de ces documents apparaît par exemple dans un courrier de 1773, écrit à la suite d'une plainte de l'Office des Postes de Berne, concernant les retards dans la correspondance entre Besançon et Pontarlier. Je vous prie de me marquer au reçu de la présente, si en effet le courrier de Besançon arrive à votre bureau plus tard que de coutume. Quelles en peuvent être les causes, si c'est par négligence de sa part ou qu'il soit expédié de Besançon plus tard qu'à l'ordinaire. Ce que vous pourrez voir par le par, donc ce fameux formulaire, dont il doit être chargé. On voit donc que l'usage de ces formulaires s'inscrit au cœur du système organisationnel mis en place par l'administration postale et des modalités de lutte contre les retards qu'elle instaure. Mais le contrôle ne s'arrête pas là. Des sanctions sont également prévues pour les agents fautifs, ou du moins pour ceux que l'on estime être responsables des retards, à savoir ceux en bas de l'échelle hiérarchique, les postillons et les courriers. En cas de manquement à leurs devoirs, ils sont directement punis par le surintendant des postes. Malgré l'absence apparente de règlements précis sur les sanctions en cas de retard dans la première moitié du XVIIIe siècle, les sources montrent qu'elles sont en général de 2 sortes, soit des amendes, soit dans les situations les plus graves ou en cas de récidive, la prison. En 1742, par exemple, un courrier dénommé Pavier, qui était chargé des dépêches entre Paris et Marseille, arrive à destination avec un peu plus de 24 heures de retard. Il est alors condamné à 6 semaines d'emprisonnement. Mais quelques semaines plus tard, trop tard, on se rend compte que ce retard n'était pas de sa faute. Il est libéré et gratifié d'une prime. Ce n'est pas le seul au cours de la période à être puni un peu rapidement. Malgré les lacunes dans les archives, on peut suivre une évolution dans le régime des sanctions. Dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, la prison disparaît au profit d'autres mesures. Les mises à pied, qui, comme la prison, entravent le service, et les amendes, qui deviennent la sanction privilégiée. En 1773, un certain Havard, courrier entre Rouen et Le Havre, s'arrête pour, je cite, « boire dans une auberge à Saint-Romain avant même de se rendre au bureau de poste de ce lieu ». Il a négligé pendant ce temps de veiller sur son cheval, qui s'en était allé avec la malle des dépêches, et qu'il n'avait retrouvé que 3 heures après, ce qui avait retardé d'autant son arrivée. Il est par conséquent mis en accusation par l'administration pour 3 faits, dont un retard de 3 heures. Le surintendant accepte par grâce de borner la punition relativement à ce dernier objet, pour lequel il paiera par forme d'amende une somme de 30 livres, à raison de 10 livres pour chaque heure de retard. C'est donc bien une amende proportionnelle à la durée du retard qui est appliquée ici, ce qui tend à montrer une forme de rationalisation dans le système de sanctions. On ne punit plus au hasard de 6 semaines de retard pour quelques heures, de 6 semaines de prison pour quelques heures de retard, mais on standardise bien la peine.
Cette logique appliquée ici dans cet exemple est confirmée par une délibération de 1780, donc quelques années plus tard, qui officialise ce principe d'amende proportionnelle à la durée du retard. L'emprisonnement et la mise à pied disparaissent complètement. Si les sanctions auxquelles s'exposent les agents en France évoluent au cours du XVIIIe siècle, elles visent toujours à maintenir une forme de pression sur les agents. Dans le contexte des transports, la discipline temporelle s'acquiert donc, au moins en partie, par la force, le contrôle et la sanction. Néanmoins, malgré les dispositions et les mesures punitives instaurées, les dépassements des horaires et les ralentissements perdurent au cours du XVIIIe siècle. Les nombreux moyens mis en place, s'ils limitent le nombre et l'ampleur des retards, ne suffisent pas complètement à faire régner la ponctualité. En conclusion, face aux limites des innovations techniques, la volonté d'économiser le temps et d'accélérer les transports engendre la mise en place d'un système organisationnel reposant sur la coordination temporelle. Ce processus atteint son but puisqu'il permet une diminution substantielle des temps d'une partie des trajets au XVIIIe siècle. Ce faisant, il entraîne la multiplication des horaires dont découlent de nouvelles pratiques comme le fait d'être à l'heure. La ponctualité et le retard prennent alors un sens nouveau, qui a de plus en plus à voir avec la précision des horaires et le bon fonctionnement de ce système. En tant que culture technique, qu'outil permettant d'organiser le temps des transports et donc des différents acteurs impliqués, l'horaire se définit désormais comme une forme de contrainte, une nouvelle norme à laquelle il faut se conformer. Les mobilités sont ainsi l'un des domaines où l'on peut observer les usages du temps mesuré mécaniquement dès le XVIIIe siècle. L'établissement d'une culture de la mesure instrumentale dans le cadre des transports apporte une preuve de plus qu'une nouvelle conscience du temps se développe à ce moment-là, en lien avec la diffusion d'outils de mesure du temps. Mais ceci ne remplace pas pour autant d'autres moyens, naturels ou sensoriels, de le quantifier. Les horaires gagnent globalement en précision au cours de la période, jusqu'à prendre en compte les minutes. Les délais imposés doivent être respectés avec plus de rigueur, et il est donc essentiel d'avoir la bonne heure, l'heure locale. Ces nouvelles manières d'appréhender le temps préparent l'arrivée du chemin de fer et sont des conditions préalables nécessaires à sa mise en place. Si le train est bien sûr un bouleversement technique, il n'est en revanche pas une révolution conceptuelle. Il s'inscrit dans la continuité des changements notés au siècle précédent. Il touche néanmoins une part beaucoup plus importante de la population que celle concernée par les transports hippomobiles au XVIIIe siècle, qui sont en fait réservés aux personnes les plus riches. La majorité de la population, à cette période, se déplaçait bien à pied. C'est là que le chemin de fer est une réelle révolution. Il offre certes la possibilité de se déplacer beaucoup plus vite, mais surtout de faire baisser les prix des transports, engendrant une forte augmentation du nombre de passagers. Face à la densification du système, les transports ferroviaires s'accompagnent d'horaires encore plus précis que ceux mis en place dans l'ère pré-mécanique pour régler tous les déplacements, exacerbant les difficultés liées aux différences d'horaires et demandant par conséquent une synchronisation des temps locaux pour avoir une seule et même heure à l'échelle européenne, voire mondiale. Je vous remercie de votre attention.